Bonjour à tous, ça parle d'envoi de troupes en Ukraine. Alors nous avions déjà traité le sujet il y a un an, mais je pense qu'il est important de vous permettre d'un peu mieux comprendre ce sujet autour de quelques questions qu'il faut garder en tête à chaque fois que vous entendez parler de cette hypothèse. On attaque tout ça juste après le jingle. Roger, ball. Alors juste avant d'attaquer, sachez que John Boyd, un pilote de combat extrêmement connu aux États-Unis, avait créé la boucle OODA. Observe, Orient, Decide, Act. Tu observes, tu orientes après ton avion, tu décides et tu agis. C'est la base du combat aérien rapproché du dogfight. Et après, derrière, il l'a amené dans la gestion de projet, a notamment participé au Pentagone à de grands projets. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que de nos jours, ce que l'on a plutôt tendance à observer, c'est la boucle CODA, ou plutôt code. C'est-à-dire d'abord on fait de la communication, ensuite on observe ce qui se passe, éventuellement ça décide, et généralement l'action consiste à repartir vers un autre angle de communication. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait plus d'un an que ça parle d'envoi de troupes, et pour l'instant il n'y a pas de troupes. Et la raison majeure, c'est parce qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et la première question à laquelle il faut répondre, c'est quel est l'objectif de l'envoi de troupes? On parle souvent d'état final recherché, mais présentez-le différemment si vous voulez. Pourquoi est-ce que l'on envoie des troupes? Et là, ce qui sort depuis quelques semaines, ce serait un envoi de troupes après qu'un cessez-le-feu ait été signé, afin de s'assurer ou de maintenir le cessez-le-feu. Il faut être très clair là-dessus, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, très bien, il y a un cessez-le-feu. Les canons et les drones se sont tus. Vous envoyez des troupes sur place, des troupes occidentales. Et là maintenant, imaginez, vous êtes capitaine, vous êtes à la tête d'une unité et vous allez forcément demander à votre chaîne de commandement qu'est-ce que je suis censé faire. On va réfléchir à différents scénarios. Il y a votre vie et celle de vos hommes en jeu, ça vous intéresse un petit peu. Et en réfléchissant au sujet, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a trois grands scénarios possibles après un cessez-le-feu pour les troupes au sol. Et là, je suis franco-français, je m'intéresse si j'étais capitaine déployé sur place là-bas. Scénario numéro 1, c'est que la paix est maintenue. Très bien. Dans ce cas-là, la question que vous allez vous poser, c'est on reste combien de temps? On a déployé X milliers d'hommes, combien de temps est-ce qu'on reste déployé? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tous les hommes déployés sur ce théâtre-là ne peuvent pas être déployés sur un autre théâtre. Et l'armée française ayant plus que réduit comme peau de chagrin ces dernières années pour des raisons budgétaires, eh bien, on a tendance à dire dans un bateau que si vous commencez à prendre l'eau d'un côté, il faut colmater la brèche, mais vous n'avez pas à bord de quoi colmater des centaines de brèches. Donc tout ce qui va être utilisé pour venir colmater une voie d'eau ne peut pas être utilisé pour en colmater une autre. Donc forcément, il faut réfléchir, on va en reparler, à comment est-ce qu'on sort de tout ça si la paix est maintenue. En numéro 2, il y a le format de guerre hybride, ou de guerre basse intensité, ou sous le seuil. Et là, la problématique, ça va être par exemple des attentats, un drone qui tombe, mais on ne sait pas d'où il vient, et des agressions sous le seuil que vous avez du mal à tracer, qui ne vont pas amener vraiment une augmentation du conflit, mais qui vont vous coûter des vies et qui vont vous fatiguer, et surtout fatiguer votre opinion publique démocratique. Ça va être un danger. Le troisième point, c'est une attaque massive. C'est-à-dire qu'en fait, la paix ne fonctionne pas et vous avez l'adversaire qui fait un tout droit, qui attaque de manière assez franche. Alors soit de manière conventionnelle, soit de manière nucléaire. Là, c'est deux choses différentes, mais forcément, il faut y réfléchir. Et se pose alors la question, eh bien, des règles d'engagement. Qu'est-ce que je suis censé faire? Sur quel cadre est-ce que je peux employer la force? Quelle est la conduite à adopter pour mes hommes et moi face à une menace qui nous arrive dessus? Et en France, vous connaissez la légitime défense. On peut parler de légitime défense étendue, qui existe sur certains champs de bataille, pour certains pays. Par exemple, vous êtes ami avec telle faction, cette faction se fait attaquer. De votre propre initiative, sur le terrain, vous dites c'est de la légitime défense étendue, on attaque un ami à moi, donc j'attaque la personne qui l'attaque. Vous aurez compris, tout ça est forcément escalatoire, et vous vous retrouvez protagoniste dans une guerre contre l'adversaire. En français dans le texte, votre force présente dans le pays se retrouve en guerre contre les Russes. Se pose alors la question du mandat qui fait que votre force est présente. Est-ce qu'elle est là au nom de l'OTAN? Est-ce que l'article 5 entre en jeu? Ou est-ce qu'elle n'est pas là au nom de l'OTAN et que l'article 5 ne rentre pas en jeu? Ce qui voudrait donc dire à ce moment-là, par exemple, eh bien, que vous avez des soldats italiens
qui se retrouvent à tirer sur des Russes, de facto une escalade entre Italiens et Russes, et certains décideurs, notamment italiens, pour éviter tout ça, ont fait des annonces comme quoi ils ne comptaient pas envoyer de troupes. Ça, c'est tout le problème décisionnel. Maintenant, une fois que vous avez les troupes sur place, forcément, il va falloir réfléchir à leur protection aérienne. Donc ça va demander des moyens et logistiques. Et il ne faut pas oublier que l'Ukraine est un très grand pays. C'est plus grand que la France, ce qui impose ces défis logistiques. On a vu par exemple avec les opérations en Afrique, eh bien que la projection avec la logistique nécessite beaucoup de moyens et que c'est pas forcément facile. Et accessoirement, pour tous les déploiements en Afrique, la France a dû avoir recours à des sous-traitants pour l'aider à acheminer du matériel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de flotte lourde de transport, eh bien, on a besoin d'aide. Alors tout ça, c'est possible, hein. Il n'y a aucun souci, ça peut être réalisé. Mais le point vraiment à réfléchir, c'est quel est l'objectif et quels sont les différents scénarios possibles, vers quoi ça nous entraîne, et c'est aux politiques de poser le pour et le contre. Le militaire est juste là pour expliquer sa vision technique et réaliste des différents scénarios, et s'il fait bien son travail, attire également l'attention du politique sur le fait que la fameuse exit stratégie, comment est-ce qu'on se retire de ce déploiement, doit être réfléchi, et on le voit bien avec l'Afghanistan, que si c'est pas bien réfléchi, eh ben ça marche pas du tout, et au final, vous avez mis un petit pansement sur une plaie qui va re-signer aussi sec, si ce n'est en pire, au moment où vous retirez le sparadrap. Comme on vous l'explique sur cette chaîne ou sur Au-delà de l'Ukraine, depuis le début, ce qu'il aurait fallu, c'est aider l'armée ukrainienne à monter vers un format qui lui permette une dissuasion conventionnelle. Ça n'a jamais été évoqué, ça n'a jamais été proposé. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas dans le secret. Mais quand vous entendez parler d'envoi de troupes, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une décision politique, mais que les points que nous avons soulevés seront les points qui intéresseront les militaires déployés sur place. Et qu'envoyer des hommes sur place, en soi, c'est le plus facile. Le plus compliqué, c'est se mettre d'accord et décider sur l'attitude qu'ils devront adopter et quelles conséquences cela peut avoir pour l'Ukraine, pour la Russie, mais surtout pour les nations présentes. Vous l'aurez compris, ce sujet est plus que complexe. Il y a une bonne raison si on reste bloqué dans la boucle COD et que ça reparte pour un tour à chaque fois, après chaque réunion. Je n'ai pas de boule de cristal. On verra bien ce que nos décideurs décident. J'ai 4 enfants en France. J'espère seulement que la pensée magique et le wishful thinking n'auront pas leur place à la table de décision, car on a déjà vu ce que ça donnait par le passé, et c'est entre autres ce qui nous amène à la situation actuelle. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et d'ici là, fly safe. We have sanctions the export of semiconductors to Russia. We've banned all export of semiconductors. And the impact of these sanctions is now very real, tangible on the ground in Russia. The Russian military, for example, cannibalizes by now refrigerators and washing machines to take out the semiconductors, trying to get the semiconductors for their military hardware. So semiconductors are crucial. A few moments later. Soyez les bienvenus aux funérailles de l'âge de raison. Il n'y a ni bien ni mal. Non, plus maintenant.